Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez le bienvenu, c'est le RMC Fighter Club numéro 338. Aujourd'hui on reste dans la cage pour parler d'un combattant qui lui va en sortir. Jon Jones n'est plus un combattant UFC, épisode spécial aujourd'hui sur la première étape vers la retraite d'une légende du MMA. Et à mes côtés aujourd'hui, pour en parler, le pilier du RMC Fighter Club, du podcast Au bord du ring et de la chaîne Baba Versus, aussi coach de pied-point et de boxe anglaise et évidemment consultant et commentateur sur RMC Sport, notamment pour les One. Comment ça va, Baba ? Salut Charles, salut tout le monde, ça va super. Écoute, il est temps, il était en semi-retraite, maintenant il est à la retraite, donc il est temps d'évaluer proprement sa carrière. En tout cas, le week-end dernier, l'UFC était à Bakou en Azerbaïdjan, c'était une première là-bas. Alors Dana White avait fait le déplacement, c'est donc lui qui est allé en conférence de presse, comme c'est de tradition, à la fin des events, et là, il a dit ça. Jon Jones called us last night and retired. Jon Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Jon Jones nous a appelé hier soir, il est retraité. Jon Jones est officiellement à la retraite. Tom Aspinall est le nouveau champion du monde des poids lourds à l'UFC. Déjà sur le côté annonce, Baba, c'est comme je l'ai dit dans l'intro, mais tu t'attends pas à ça. Ouais. Moi, je bossais sur la soirée ici chez RMC Sport. Oui. J'étais encore au boulot, il était 1h du mat à peu près. Et là, je vois des tweets qui tombent de partout, etc. Et je vois Dana White annoncer que Jon Jones était retraité. En plus, ça sort comme ça un petit peu, il est retraité, il combattra plus jamais. Finalement, ce qu'on comprend au fur et à mesure, c'est qu'il combattra plus à l'UFC, mais on peut quand même s'attendre à ce que Jon Jones nous prépare encore quelques surprises dans les années qui viennent. Ouais, c'est possible. Après, tu sais, déjà, c'est inhérent aux combattants, au sport de combat, et puis encore plus aux combattants de MMA. Les retraites, la majorité du temps, c'est pas des vraies retraites. En tout cas, on peut pas faire plus laconique en termes d'annonce. Vraiment, on peut pas faire plus que ça. 3 phrases au milieu d'un event de l'autre côté de là où tu fais ton business habituellement, à une heure où la majorité de ton public visé ne peut même pas le voir, sauf les hardcore qui étaient encore là devant. Donc c'est très bizarre. Ouais. C'est un manque de respect, tu trouves, Dana White à Jon Jones ou pas ? Manque de respect, je sais pas, parce que il faudrait prendre toute la relation dans son ensemble pour pouvoir parler de manque de respect. Je suis pas, alors, tout le monde sait que je suis pas un défenseur de Dana White, loin de là. Maintenant, je pense que ça dit tout de ce qui s'est passé en coulisses. Voilà, je pense que il y a eu un espèce de ras-le-bol, et puis je vois pas pourquoi j'annoncerais pas tout de suite, donc il a annoncé immédiatement, quoi. Alors il y a quand même plusieurs théories qui se développent depuis cette annonce. Il y en a certains qui ont dit, mais alors moi ça j'y crois pas du tout, que l'événement était tellement entre guillemets raté parce que c'était l'événement à Bakou. Il y a eu 10 décisions. C'est je crois le deuxième pire bilan de l'histoire de l'UFC. Donc 2 finishes seulement sur 12 combats, donc c'est assez fou. Du coup, certains disent que pour éclipser ce mauvais bilan de cette soirée UFC, Dana White a voulu mettre un petit coup de projecteur sur. Moi j'y crois pas du tout parce que ça n'aurait pas été le bon moment. Et le coup de projecteur est nul d'ailleurs parce qu'il aurait pu le faire dans des conditions beaucoup plus. Évidemment. Par contre, la théorie qui se tient beaucoup plus, c'est peut-être lié à une nouvelle affaire judiciaire pour Jon Jones. Il est soupçonné d'avoir été impliqué dans un accident de la route fin février en Californie et la plainte elle aurait été déposée contre lui mardi dernier. Donc dans le timing là ça paraît un peu plus clair. Déjà tu commences à te demander si les choses ne sont pas liées, et même si elles ne le sont pas, honnêtement, toute personne qui se demande est en droit de se demander, surtout avec l'historique de Jones. On y reviendra tout à l'heure. En tout cas, pour revenir à ce que tu as dit avant, non, évidemment non. Rappelez-vous que quand l'UFC maintenant va dans un autre pays comme ça, c'est qu'ils ont reçu beaucoup d'argent pour le faire. Là, on achète littéralement la venue de l'UFC. Donc je pense que niveau business, il n'y a pas à s'inquiéter. C'était très bon pour eux, l'Azerbaïdjan. Et puis bon, les décisions, c'est un peu dommage. Donc non, moi je pense qu'il y a peut-être ça. Moi je vois aussi, je peux rajouter, comme ça on peut tous comploter un petit peu, mais moi je dirais aussi que l'UFC a beaucoup avancé sur le sujet des droits ces derniers jours. Et Dana White a même carrément annoncé qu'on va vraiment se diriger sur un côté multiplayer, donc il y aura plusieurs diffuseurs en deal avec l'UFC. On sait tous que l'UFC souhaitait garder ses big guns pour ces négociations-là. T'as besoin de stars. Et puis bizarrement, on avance sur les négociations et boum, on peut faire des annonces comme ça. Donc je me dis que c'est assez particulier. Il commence quand même Dana White en disant Jon Jones nous a appelés. Donc on sait qu'il a aussi toujours cette volonté, c'est normal avec son poste, de pas
patron de l'UFC, Dana White, de vouloir avoir un coup d'avance aussi. Oui. Donc, tu crois que c'était en accord avec John Jones, ou alors que vraiment il lui a coupé l'herbe sous le pied et il a fait cette annonce à laquelle même John Jones ne s'attendait pas à ce moment-là? Bah, vu le timing du message de Jones juste derrière, j'ai envie de penser que Dana l'a pas prévenu qu'il allait faire l'annonce. D'accord, Tu c'est vois. ça. Ouais, je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Voilà, parce qu'il réagit juste derrière. Il est forcé derrière de faire son communiqué pour vraiment le faire. Donc, ouais, je suis pas sûr qu'ils ont dû vraiment se parler. Je pense que ça c'est vraiment arrivé. Mais Sinon, il derrière, n'aurait pas précisé. Ouais. Comme tu l'as dit, Dana, c'est Dana. Lui, il faut qu'il reste le boss. Il faut que ce soit lui qui parle en premier. Il faut que ce soit lui qui fasse les annonces. Donc, il s'est dit, je le fais maintenant. C'est tout, quoi. Il y a eu, on va les développer là pendant ce Fighter Club, mais il y a eu des suspensions pour John Jones. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, il y a plein de moments où on s'est dit, ça y est, on le verra plus dans la cage de l'UFC. Cette fois-ci, ça semble être clair, sauf si, on pourra en parler aussi tout à l'heure pour l'avenir de la catégorie. S'il y a des rebondissements fous, sait-on jamais qu'ils reviennent dans 2-3 ans et qu'ils fassent un super fight pour affronter un combattant X ou Y. Ça t'a fait bizarre quand tu as entendu ça quand même, et entendre Dana White dire ça y est, John Jones à l'UFC c'est terminé, est-ce que ça t'a fait un petit pincement au cœur quand même? Pas du tout. Alors je vous vois venir, vous allez dire encore Jones, etc. Pas du tout, dans le sens où Jones nous a habitués, tout simplement. Jones, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il nous habitue à même 10 ans, j'ai envie de dire, à des très longues pauses forcées de son propre chef. Souvent pas de son propre chef, des suspensions, etc. Ça fait depuis Cyril Gane qu'il n'a pas combattu, donc ça fait quoi Il a fait Miocic. Il a fait Miocic, mais tu vois, tellement ce combat ne compte pas pour moi, je l'ai passé ma mémoire. C'était novembre, en gros, c'est mars 2023 Cyril Gane et novembre 2024 Miocic. Donc tu vois, c'est des longues pauses. Et puis vraiment, après le combat contre Miocic, moi je crois que je l'avais même tweeté, j'étais persuadé qu'il prendrait sa retraite. Je pensais qu'il annoncerait plus vite que ça, tout simplement. Donc il a fait perdre du temps à tout le monde entre novembre 2024 et maintenant. Pour moi, c'est juste perdre du temps. Il a fait perdre du temps à ses fans, parce qu'il a beaucoup de fans, John Jones quand même, qui espéraient qu'il revienne et qu'on affrontait un challenger comme Thomas Spinal. Thomas Spinal, c'est la plus grande victime de ce truc-là. Il a fait perdre du temps à l'UFC, à tout le monde, quoi. Ouais. En tout cas, sportivement, il avait fait son dernier combat en moins de 93 kilos en février 2020. 3 ans après, il revient donc pour monter de catégorie et conquérir celle des poids lourds. 2 combats en 1 an et demi, avec les victoires donc, dont on vient de parler contre Gane et Miocic. Et puis cette situation de stagnation de la KT, ça commençait à être pesant. En fait, vraiment pour tout le monde, même pour l'UFC, ça commençait à être un petit caillou dans la chaussure. Jones, tu crois? Un rocher. Un rocher dans la... Comment tu peux justifier? Mais pourtant Dana White encore récemment encensait John Jones. Oui, mais c'était pour pas perdre la face, tu crois? Moi, écoute, on peut tous rester butés dans ces théories, chacun, tu vois. Moi, cette histoire de droit, elle me colle à la tête, et je me dis que tant qu'il était en égo, il fallait faire attention à cette histoire de Jones, ou en tout cas garder l'éventualité qu'il combatte vivante, mais c'était intenable pour l'UFC. C'était intenable, injustifiable de continuer à laisser un gars être champion de ta catégorie supposée reine, les poids lourds, même si en réalité c'est pas la catégorie reine en MMA et pas l'UFC. En tout cas, c'était une catégorie importante pour l'UFC, et t'avais aucun moyen de justifier le fait que le gars n'était pas destitué de sa ceinture, tout simplement. C'était pas possible. Tu as un recordman de longueur d'être champion intérimaire. T'as derrière Thomas Spinal qui lui attend, qui est ultra légitime. D'ailleurs, c'est le nouveau champion chez les poids lourds. Un record qui devrait jamais exister. Ultra légitime. Tu peux pas te gonfler d'avoir un record intérimaire. Et c'est pas lui qui le fait. Ça, c'est du côté à Spinal. Mais dans les records, il y avait un épisode juste avant le combat contre Miocic avec Herbie, où vous parliez justement de ce côté. Est-ce que John Jones est le GOAT? C'était avant Miocic. Je pense que le combat contre Miocic n'a pas vraiment répondu à cette question. En tout cas, il y avait un record qui a été battu par Jones, 623 jours. C'était le temps passé entre sa victoire sur Gane, donc son accession au trône des lourds, et sa première défense contre Miocic. Jamais un combattant UFC n'avait pris autant de temps entre ces deux échéances-là. Donc jusqu'au bout, en fait, il aura quand même eu le Dana White privilege dont on parle souvent pour certains combattants. Ultime même. Le Dana White, je sais pas s'il y a un combattant qui a eu un plus gros privilège que lui dans l'histoire. Maintenant, attention, et on y reviendra probablement, parce que évidemment qu'on va dire beaucoup de positifs sur Jones, le combattant. Et il a apporté beaucoup à l'UFC, donc j'imagine aussi que quelque part, Dana White et son équipe essayaient entre guillemets de rendre un petit peu, de ménager la star qui a tant fait pour l'organisation.
Mais encore une fois, quand tu penses collectif, quand tu penses compétition, quand tu penses catégorie, etc., tu peux pas bloquer une catégorie de poids comme ça. Tu peux pas bloquer autant de combattants. C'est pas possible. Ah, mais on dit tu peux pas. C'est vrai que en fait, lui, qu'il le fasse, c'est pourquoi pas. Il accepte cette situation. Pourquoi pas. En plus, comme il l'a dit ces derniers jours, parce qu'il communiquait aussi beaucoup ces derniers jours, il disait mais qu'est-ce que je vais me faire chier. Je prends 100 000 $, aller faire une dédicace, aller faire une apparition en boîte de nuit, des trucs comme ça, parce que je suis John Jones et que j'ai ce statut de champion actuellement, donc j'en profite complètement en dehors de l'UFC. Ah, mais lui, dans ses pompes, il a 100% raison. Ouais. Si tu te mets dans les pompes du combattant, il a raison, parce que lui, il fait un bon business. Le simple fait, encore une fois, de garder l'éventualité de ce combat vivant, bah, ça lui faisait faire du business. Il pouvait aller faire des choses, etc. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a des organisations, c'est pour ça que voilà, c'est pas lui le patron de l'UFC. Donc à un moment, il fallait prendre une décision et on a beaucoup trop tardé à prendre cette décision-là. Quel combat, toi, tu estimes comme étant le dernier grand fight de John Jones? Il y a beaucoup qui s'accordent à dire que c'était Gustafsson 2, ce qui fait que ça revient au 29 décembre 2018, donc il y a 6 ans et demi. Beaucoup remontent aussi à des combats qui sont encore précédents à celui-là. Pour toi, c'est lequel? Ouais, c'était soit celui-ci, soit Cormier 2. Mais ce qui fait que, quoi qu'il arrive, on ne l'a pas vu faire un combat d'ampleur sportivement depuis 7, 6, 8 ans. Ça fait très longtemps, bien sûr, ça fait très longtemps. Dans la catégorie, on a été heavyweight, il n'y a pas de problème. Il a dominé de la tête et des épaules. Maintenant, ces derniers combats, tout le monde sait que c'était chaud. Certains même, il y a un argument pour que ses adversaires aient gagné le combat, notamment le combat contre Dominique Reyes. Mais oui, donc contre Gustafsson, il était ultra dominant. C'était vraiment le Jones vintage contre Cormier 2. Pour moi, c'est une des plus grosses perfs de l'histoire du MMA, sauf qu'elle est entachée derrière d'un contrôle positif. C'est ça, on en parlera aussi. Ouais. Donc ouais, ça fait très longtemps. Ouais. Après, il peut y avoir un côté injuste ou pas sur certains combats. Par exemple, tu prends celui de Cyril Gane. Cyril Gane, c'est un combattant qui arrive au top de sa forme. Et en fait, vu la manière dont se termine le combat, on se dit... Bon, bah finalement, c'est pas une perf de dingue. Mais en fait, il arrive quand même à battre Cyril Gane assez facilement. Est-ce qu'il y a une sorte d'injustice qui peut être liée à la manière dont il termine ce combat et du coup à l'image qu'on a de cette performance? Sur ça, oui. Sur ça, je suis complètement d'accord. Sur ça, on lui donne pas assez de crédit à Jones. Ouais, je pense aussi. On est trop concentré sur ce que Cyril Gane n'a pas bien fait. C'est ça. Alors que Jones a été bon, a été opportuniste, il a été efficace et il a battu un mec qui était actif, qui était lourd, un vrai poids lourd. Non, c'est une vraie grosse performance. C'est juste que j'ai préféré les performances d'avant où c'était un Jones un peu plus John Jones, entre guillemets. Mais celle-là, elle est haut dans son résumé. Et puis, on dit, bon, contre Aspinall, forcément, ça aurait été très dur. Mais en fait, Aspinall et Cyril Gane, chez les poids lourds, c'est les deux fighters qu'on peut prendre en exemple qui combattent comme des poids un peu plus légers. Donc finalement, dans l'approche d'un combat contre Gane ou contre Aspinall, on peut se dire qu'il a battu un des deux qui font vraiment peur à toute la catégorie. Et c'est ce qui est frustrant quelque part, pour ses fans en tout cas, ou même ceux qui sont pas fans de lui, mais qui sont fans du sport et qui sont intrigués par ce genre de combat. On a eu le combat contre Gane, il l'a réglé, rien à dire. Voilà, il a fait ce qu'il devait faire. Derrière, Aspinall ajoute d'autres dimensions à la menace, avec son sol plus qu'efficace et compagnie. Donc c'était intriguant. Encore une fois, le combat, si tu veux le voir, le combat contre Jones et Aspinall, parce que c'est un combat qui est plus qu'intriguant et équilibré. Et Jones a un vrai argument pour gagner un combat contre Thomas Aspinall. C'est pas juste tu veux le voir se faire rouler dessus ou je sais pas quoi, c'est que non, c'est un combat, moi, que j'aurais vraiment kiffé voir. C'est très dommage. Et après, j'espère, parce que c'est vrai que le Miocic, il a eu lieu 6-7 ans trop tard. Ah bah oui. Voilà, j'espère juste que par un concours de circonstances improbables qu'on évoquait un peu tout à l'heure, on va pas avoir un Jones Aspinall, tu vois, dans 3 ans, ce serait encore une fois gâcher tout ce qui a été fait avant. Ça sera à lui de voir comment il gère son maintenant après-carrière. Voilà. Est-ce que c'est une vraie retraite? C'est pas une vraie retraite. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la majorité des cas, dans les sports de combat, c'est pas des vraies retraites. En tout cas, pas la première. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'il reviendra dans 1 an ou 2. Moi, je fais partie de ces gens. Je pense qu'il reviendra. 1 an ou 2, mais à l'UFC. Probablement. Ah, tu crois? Plus que probablement. Ouais. Et ceux qui envisagent
d'aller voir Ngannou par exemple au PFL ou des choses comme ça? Est-ce que J'y crois pas du tout. non, tu crois pas? Pourquoi J'aimerais bien. Attends, tu crois pas parce que tu te dis que là encore, il va avoir peur d'affronter un Ngannou comme il a Non. pu vraiment Ouais, avec tout le voilà. respect que je lui dois, hein, mais se dire allez, si je peux esquiver un combat compliqué contre Ngannou, je l'esquive. Factuellement, en tout cas, Voilà. c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Ça, c'est clair. Comme Donc, il a fait pour Aspinall. Voilà, moi je parle jamais de peur pour des combattants. Non. Maintenant, je parle factuellement, et t'as raison. Voilà, en tout cas, on peut parler d'esquive. C'est juste que je vois la chose compliquée, déjà dans le sens Ngannou reviendra à l'UFC. Il faut bien rappeler à tout le monde que Francis, il a jamais dit ça. C'est son coach qui a fait des élucubrations en fait, et d'ailleurs il s'est fait reprendre de voler par Francis dans la foulée, donc parce que Dana White il a pris la balle au bon en disant mais moi je veux jamais qu'il revienne. Oui, mais Francis n'a pas demandé à revenir, il faut que ce soit bien clair là-dessus. Donc dans ce sens là déjà je pense que c'est mort. Maintenant dans l'autre sens, Jones, la vérité c'est que contractuellement je sais pas combien de combats il a sur son contrat à l'UFC. S'il est vraiment libéré de son contrat, normalement non. Le fait de prendre ta retraite, ça te libère pas des combats que tu dois à l'UFC. S'il revient, normalement, ça veut dire que s'il a encore des combats sur son contrat, il devra les faire. Et donc là, ouais, pour moi, c'est trop compliqué. S'il a plus de contrat avec l'UFC, alors oui, aller au PFL, ça peut être une possibilité. Maintenant, si on en croit tous les insiders de l'UFC, et pour beaucoup quand même, ceux qu'on suit en tout cas, ils sont dans le vrai quand ils parlent, la somme qui a été proposée pour Jones, pour affronter Aspinall, ce sera similaire à ce qu'il serait proposé pour Ngannou, tu vois. Il a dit non pour Aspinall. Ouais. Dans le Fighter Club avec Herbie, que j'ai réécouté aussi en partie, alors vous disiez bien que c'était pas votre GOAT, mais que par contre, toi tu précisais bien que s'il battait Aspinall, s'il avait accepté un combat contre Aspinall, là tu commencerais quand même à considérer beaucoup plus cette éventualité de le mettre comme ton GOAT. En fait, pour moi, quand je t'écoute, quand je fais ma propre analyse aussi, et quand j'analyse tout ce qu'on voit autour, en fait, il a été pardon sur tous les tableaux de refuser ce combat, parce que même s'il y était allé, ça aurait pu encore même le conforter comme un des GOAT, parce que il n'aurait pas tourné le dos à une adversité qui l'aurait mis en danger, et du coup il aurait été gagnant sur tous les tableaux à le prendre ce combat. Ouais, je pense que oui. Après, je pense pas qu'il. La vérité, c'est que je sais pas s'il perdra vraiment sur tous les tableaux, parce que moi, je constate quand même que c'est un mec qui a des légions de fans, vraiment, et qui pense, qui te soutiendront jusqu'à la mort, que c'est lui le GOAT. Attends, mais tu les trouves complètement illégitimes, ceux qui pensent que c'est le GOAT ou pas? Pas complètement illégitime, parce qu'il a un argument sportif. Il a un argument sportif, mais qui est entaché de choses qui se sont passées, qui font que, à mon sens, non, il n'est pas éligible à ce statut-là. Maintenant, moi, comme j'ai toujours dit au sujet de Jones, je ne vais jamais t'empêcher de penser que c'est le GOAT, parce que c'est un sport qui est tellement jeune, qui a à peine plus de 30 ans, que de toute façon, dans 30 ans, on va encore changer. Hein, et on pourra changer d'avis plein de fois, il n'y a pas de problème. Juste, moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de faits qui ne vont pas dans le bon sens pour lui. Ce qui va pas dans le bon sens, je vais les détailler, j'en ai peut-être oublié, mais c'est fait divers. Hein. Tout le côté judiciaire de John Jones accumulé au cours des années. Ce que j'ai répertorié, c'est 2012, conduite en état d'ivresse. 2015, délit de fuite après un accident. 2016, arrestation pour violation de probation. 2019, il agresse une serveuse dans un strip club. 2020, conduite en état d'ivresse en possession d'une arme. 2021, violence domestique présumée. Entre-temps, il y a une vidéo aussi de John Jones, il sortait d'une soirée UFC Hall of Fame. Il sortait du Hall of Fame, voilà, où il est arrêté par la police à Las Vegas, il est complètement bourré. Et du coup, la vidéo est sortie. J'en ai oublié. Et surtout, à l'intérieur de ça, il y a des circonstances qui parfois sont folles. Donc laisser renverser une femme, laisser la voiture dans cet état-là, revenir à la voiture pour récupérer des choses qu'il y avait dans la voiture, repas. Enfin, il y a plein de choses qui vraiment viennent assombrir le tableau et l'image qu'on peut se faire de John Jones. Du coup, pour toi, c'est tout ça qui fait qu'on ne peut pas considérer John Jones comme le GOAT et qui fait que cette image, elle est assombrie quoi qu'il arrive par rapport à tout ça. Déjà, il y a tout ce que tu as cité qui est extra-sportif. Mais c'est des trucs, pour moi, c'est des trucs de fou. Après, je suis pas dans le jugement, je suis encore une fois dans le constat des faits. Pour moi, c'est des trucs de fou. Voilà. De faire toutes ces choses-là. Donc, ça ternit forcément l'image. Et puis aussi, tu as ce qui s'est passé intrasportivement. C'est pas une seule fois qu'il y a eu un problème de contrôle antidopage. Il y a eu trois fois différentes. C'est trop compliqué. On fait pour moins que ça. Il y a des mecs, toute leur vie, et quand tu penses à un gars, tu penses dopage, automatiquement, tu vois. Donc là, on a 3 instances différentes
avec des conséquences quand même assez graves. Il y a eu un event, l'UFC 200, où on a dû changer le main event 2 jours avant, et c'était une revanche que tout le monde attendait. Il y a eu un event qui a été carrément changé on a changé la ville d'un event pour qu'il puisse combattre parce qu'il avait été contrôlé positif. Mais d'où la puissance de John Jones. Encore une fois, tu vois. Et le privilège qui va avec. Ouais, mais du coup, s'ils changent la ville, c'est qu'ils font par rapport aux fans. Absolument. C'est pour ça que je te dis ça. Et donc, c'est que les fans. C'est que derrière, pour eux, ça va. C'est là où on comprend le privilège de John Jones. Et pour ces fans, ça ne changera rien. Tout ça ne change rien. Parce que les contrôles antidopage, je crois que c'est 2016, 2017, 2018, où il est testé 3 fois. Et pour toi, est-ce que John Jones, ça restera avant tout un grand combattant de MMA ou un grand combattant dopé? Oh, c'est dur ça. C'est dur. C'est compliqué. Moi, tu retiens quand même les performances dans la cage qui sont exceptionnelles. Ce qu'il a fait en arrivant, exceptionnel. Mais une fois qu'il y a l'ombre du dopage sur toi, c'est terminé. Elle y est. Et encore une fois, c'est une fois. D'accord. Une fois, il s'est passé un truc, c'est un accident, les compléments alimentaires, enfin toutes les excuses possibles et imaginables que les combattants peuvent utiliser, ok. Mais là, c'est 3 différentes fois. Je suis désolé, mais non. Et après, on va me parler des picogrammes, on va me parler de la quantité infime, etc. Je rappelle à tout le monde que le dopage, c'est pas pour le jour du combat. On se dope pour la préparation, on se dope pour encaisser les entraînements, on se dope pour pouvoir enchaîner les charges de travail monstrueuses. Alors qu'on retrouve des résidus à la semaine du combat, bah ouais, ça me paraît logique en fait. Ouais. Du coup, ce qui veut dire, quand je t'écoute, les affaires extra-sportives, problème avec la justice et le dopage, pour le coup, tu les sépares quand même complètement par rapport à l'analyse que tu fais de l'athlète. Je sépare un peu parce qu'il y a eu tellement d'athlètes dans l'histoire du sport qui ont eu des vies. Je suis la boxe. Je suis un fan de boxe, je suis un fan de kickboxing et de Muay Thai. La boxe, c'est un sport qui s'est construit avec la mafia. Je vais pas faire ma prude d'un seul coup et te dire que c'est des personnages qui sont au minimum compliqués, torturés, ce que tu veux, violents. Il y a tout là-dedans, il y a tout et c'est terrible, c'est dégueulasse. C'est une chose et tu es obligé de le prendre en compte quand tu suis ce sport-là. Après, maintenant, quand tu rentres dans le sport et qu'il y a des problèmes de dopage, là, l'argument du GOAT, de machin, tu es obligé de regarder ses performances en te disant, mais est-ce que ce jour-là, il n'était pas dopé? Tu es obligé de te poser la question. Ouais, parce qu'on se dit souvent, est-ce qu'il faut dissocier l'artiste de l'homme, etc. Là, du coup, si par exemple, quand on parle de cinéastes, qu'on a des problèmes avec la justice, etc., bon, si on dissocie tout ça, par contre, si un film est nul, il est nul. Et du coup, ça va abaisser ce côté artistique que peut avoir le cinéaste. Là, forcément, quand il y a des problèmes en dehors de la cage, c'est quelque chose. En revanche, quand il est testé positif à des substances dopantes, c'est compliqué. Du coup, tu es obligé de rabaisser un petit peu ses performances sportives. En tout cas, le doute subsiste et subsistera toute sa carrière. Tu peux parler de la créativité exceptionnelle de John Jones, de son sol. Dire de la créatine. Non, c'est un mec avant-gardiste qui est ultra créatif, super efficace. Un ground and pound, mais au niveau des légendes, à la Coleman, Fedor, etc. Donc c'est un combattant réellement exceptionnel. Et il y a des choses que tu peux pas doper. La créativité, le bagage technique, ça se dope pas, ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et sur ça, mais il est quasi intouchable. Il y a rien à dire. Même des bacs pour Yannick Sinner, le tennisman actuellement, qui est voilà. Il y a un moment, oui. Alors on peut juger des performances purement physiques, la capacité à tenir sur le terrain, la préparation, etc. Par contre, la main, le talent, les coups qu'il envoie, ça se dope pas. Ça se dope pas. Ça, t'as raison, ça s'applique aussi pour Jones. Il faut le dire, c'est important. Parce que Jones, quand il arrive, moi je l'ai vécu son arrivée, contrairement à pas mal de jeunes fans, parce qu'il faut se rappeler que plus de 80% des fans sont arrivés pendant le Covid. Non, quand il arrive, c'est un ouragan et on est tous dans le train, comme disent les jeunes aujourd'hui, on est tous là, parce que ce qu'il fait, c'est exceptionnel, comment il domine les gars techniquement et tout. Tu te dis, c'est trop fort, là, c'est le combattant ultime. John Jones, entré à l'UFC en 2008, plus jeune champion de l'orga, 23 ans, 8 mois, hors Aldo, qui était transfuge du WEC, du WEC, et donc qui a été champion un tout petit peu plus jeune que John Jones. 16 victoires dans des combats pour la ceinture, 20 victoires chez les moins de 93 kilos et double champion en montant chez les lourds. Presque 5 heures passées dans la cage pour une ceinture UFC.
quoi qu'il arrive, il va laisser une trace dans l'histoire. Maintenant, je pense, Baba, ce qui est important, c'est de se demander, voilà, quand tout ça sera un peu passé, quand on aura digéré tout ça dans 3-4 ans, maintenant, on sait. En fait, on avait toujours cette épée de Damoclès un petit peu en se disant, bon, bah attends, on va rejuger l'ensemble de l'intégralité de la carrière de Jones quand il va recombattre. Et après, on se dira, tiens, est-ce que ce combat-là va apporter ou enlever quelque chose ? Là, maintenant, la photographie est un peu plus globale, on peut la voir, et ça fait presque bizarre de pouvoir se poser la question finale sur John Jones à l'UFC, sur cet héritage. Ouais, c'est vrai que c'est particulier de se dire finalement on peut le faire, mais bon, encore une fois, ça fait tellement longtemps, un seul combat en 3 ans, que du coup la question on se la pose déjà depuis pas mal de temps, et voilà, moi je me suis fait mon opinion. Le combat contre Miocic n'a évidemment absolument rien changé. T'aurais fait le combat des années avant, on discuterait différemment, mais là non, là c'était même pas l'ombre de Miocic, donc un combat contre Aspinall, on y pensait, mais on voyait bien que ça allait pas arriver finalement, parce que il le voulait pas. John, est-ce qu'il parlait plutôt d'un super fight type Pereira? Ça aurait changé quoi dans la legacy de John Jones? Ça aurait fait une belle ligne sur son palmarès Wikipédia que tu regarderas dans 10 ans, mais c'est pas le gars que tu devais affronter. Encore une fois, c'est pas ce gars-là que tu devais affronter. Donc on dira c'est cool, il a battu un super striker. La vérité, c'est que tu me dis que Jones Pereira est annoncé demain. Moi, je pense que 9 fois et demi sur 10, Jones bat Pereira. J'ai pas trop de doute là-dessus, en fait. Tu vois. Donc non, le combat qui devait être fait, il est là. C'est pas comme si tu avais personne. Il y avait un mec qui était là, qui t'attendait avec une ceinture intérimaire, qui est très bon, qui représente cette nouvelle génération. Tu l'éteins. Moi, les mecs qui viennent me voir, me regardent dans les yeux, me disent Baba, maintenant tu dis quoi? Bah, je dis rien, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a battu un mec super fort. J'ai rien à dire. Tu parlais de la page Wikipédia. D'ailleurs, hier soir, je suis allé voir le Wikipédia de John Jones pour me remettre 2-3 infos. Et il y a des gars qui avaient mis défaite contre Tom Aspinall tout en haut, avec manière duck move ou duck. Enfin voilà. Donc en gros, ce qui est dit aux États-Unis, duck, donc le canard John Jones qui refuse d'affronter Tom Aspinall. Jones, finalement, il a perdu dans la cage. Bah jamais, parce que la seule fois c'était une disqualification contre Mark Hamill, et ça remonte déjà à 2009. Ça fait longtemps. Donc le seul vrai rouge qu'il y a dans la cage, c'est celui-ci. Est-ce que quand même, justement, quand on voit ces refus sur la fin pour Tom Aspinall par exemple, ça lui a trop porté préjudice de vouloir conserver à tout prix cette invincibilité dans la cage? Moi je pense qu'un petit peu quand même. Maintenant il faudra voir avec le temps comment les gens le perçoivent. Moi j'ai du mal à me rendre compte parce qu'il a vraiment pas mal de fans, mais maintenant c'est sur internet, donc bon. Et c'est beaucoup aussi aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça. Donc attention, j'ai croisé beaucoup en France. Non, je reçois des commentaires. En France, tu vois, dans les fans, on va dire un peu hardcore, forcément tout le monde a un avis et beaucoup aiment John Jones. Mais quand tu sors un petit peu de ce cercle-là, finalement, il n'est pas si connu, John Jones, en France. Clair. Ah bah ça, mais de toute façon, on passe notre temps à rappeler à tout le monde que même si nous, on est très content de parler de MMA tous les jours et que c'est un sport qui devient un phénomène, on est quand même encore petit par rapport aux autres. Donc oui, Jones, il n'est pas spécialement connu. Surtout que Jones a très peu combattu ces dernières années. Voilà, donc dans les nouveaux fans qui sont arrivés depuis la légalisation, depuis l'UFC Paris, depuis une grosse médiatisation aussi grâce au film RMC Sport, à l'aide des RMC Sport, du coup John Jones, il est assez peu connu. C'est un mythe. C'est un mythe. C'est plus un mythe, ancien, tu vois, c'est ça. Je parlais avec un petit jeune qui est né en 2000, et je lui disais, ok, toi, donc, du monde 98, tu l'imagines, quoi, en fait. Ça fait toujours bizarre de me dire ça. Mais tu vois, c'est un peu le même délire. C'est des mecs que eux, c'est un mythe pour les nouveaux fans, tu vois. Et du coup, quand tu vas mythifier quelqu'un, forcément, tu le vois beaucoup plus fort. Et t'as pas tout le contexte de l'époque, et voilà. Et nous, non seulement on a tout le contexte en termes sportifs, on a tout le contexte aussi extra sportif, tout ce qui s'est passé, parce qu'on oublie des choses. La fois, il est resté caché sous la cage pendant 8 heures, tu vois. Enfin, bref, on va pas continuer là-dessus, mais il y a eu beaucoup de choses. Vraiment, je vous invite à vous documenter. Mais faut aussi dire, j'ai envie de le dire, que vraiment son arrivée, il a fait des choses exceptionnelles. Il a été 1 an après avoir commencé le MMA, il était en train pardon l'expression, en train de tabasser des combattants établis. Dans le roster de l'UFC, tu vois, c'était fort. Ouais, alors sur ces belles années, justement, la win streak, elle est dingue quand même. Parce que sur le papier, et tu vas me dire si tu veux mettre des bémols, parce que je sais que tu vas en avoir, entre 2011, moi j'ai retenu entre 2011 et 2016, il bat Shogun Roi, il bat Rampage, il bat Rashad Evans, Belfort, Sonnen, Gustafsson, Glover Teixeira et Daniel Cormier. Ça, c'est en l'espace de 5 ans, il bat tous ces mecs-là avec...
en plus de ça, je trouve quand on revoit les combats de John Jones, il y a très peu de moments où tu le sens en manque de confiance, où tu le sens réellement en danger. Ça a pu arriver, mais il y a eu des petits moments, oui. Il y a eu des petits moments, et heureusement sur tous ces combats-là. Mais est-ce que ce win streak, comment on doit le considérer et quels sont les bémols que tu peux émettre dessus? Notamment, je sais, par rapport au contexte de ces combattants qu'on a cités qui n'étaient pas forcément dans le meilleur moment de leur carrière. Certains n'étaient pas dans leur prime, ça c'est clair. Ils étaient même post-prime pour certains. Ceci dit, c'était des combattants d'élite qu'il fallait battre. Parce que même un Shogun post-prime, il battait encore beaucoup de gens à l'UFC. Il avait la ceinture et derrière, il en a battu encore. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui diminuaient un peu ces victoires-là. J'ai moins envie de le faire maintenant que sa carrière elle est terminée, tu vois. C'est juste de bien nuancer la chose et de dire que c'est vrai que certains étaient post-prime. Maintenant, la série de victoires, elle est exceptionnelle, ça c'est clair. Et puis surtout la manière, comme tu l'as cité, même s'il y a certains de ces combattants, je pense à Chael Sonnen qui est un middleweight, je pense... il y a pas mal de mecs qui sont plus des middleweight que des light heavy là-dedans. Mais pour avoir fait le Fighter Club Legends avec Thomas, la victoire sur Machida, par exemple, moi, c'est une des fois où j'étais le plus terrifié dans ma vie en regardant un combat. Ouais. Réellement. De violence pure. Et puis la froideur de Jones derrière en s'en allant, c'est un moment légendaire du MMA. Il a écrit, ce jour-là, il a écrit une page de légende, vraiment. Donc c'était impressionnant, j'ai été impressionné, j'ai pas envie d'oublier le fait qu'il m'avait réellement impressionné et que je pensais qu'à ce moment-là, ce serait très 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 compliqué de le battre, voire impossible, même si je suis dans le combat et je sais que impossible ça n'existe pas, mais pour le coup, j'étais loin d'imaginer qu'il se passerait tout ça derrière, si tu veux. Ouais, c'est ça. J'étais juste impressionné par un gars super fort qui n'était même pas, à mon sens, à 100% de son potentiel. Moi, j'estimais qu'en striking, on le limitait à lui faire certaines choses en termes de déplacement et tout, que si tu l'ancrais un peu plus et qu'il frappait, je pense que c'était pire pour tout le monde, en fait, tu vois. Et puis c'est un mec qui avait réussi à avoir le sponsorship de Nike. Enfin, tu sais, il avait commencé à dépasser tout, tu vois. Ouais, ça c'est fou. C'était à l'époque où l'UFC était autorisé encore les combattants à arborer leurs propres sponsors dans la cage. Et donc, c'est vrai qu'il était sponsorisé par Nike. Ils ont fait une paire de baskets en collaboration avec lui. En fait, c'est un des marqueurs assez parlants pour tout le monde qui prouve à quel point c'est énorme. C'était lui, Anderson. Alors que c'est un sport qui s'est jamais trop associé au MMA. C'est une marque qui s'est jamais trop associée au MMA. À cette époque-là, ils sont arrivés parce que lui était là. Puis il y a eu Anderson Silva, évidemment, juste avant lui, il me semble d'ailleurs. Il y a eu aussi Santos, Junior Cigano, pendant un temps, qui était sponsorisé par Nike. Mais voilà, c'est pas beaucoup plus que ça. Sachant qu'ils ont pris Jones et Anderson Silva dans une pub avec des footeux. Une grosse pub Nike avec Cristiano Ronaldo, compagnie. Là, tu te dis, ok, les mecs là, ils sont loin maintenant. J'ai pas non plus souvenir dans ces années-là, parce que du coup, la série de victoire que j'ai évoquée 2011-2016, ça tombe avant les contrôles antidopage où il a été testé positif. Il a pas vraiment tourné le dos avant à des adversaires. En fait, il prenait les mecs qui étaient là. Non, le seul fait notable, c'est quand ils ont annulé un event entier, quand il devait prendre Dan Anderson, et qu'il y a eu le changement d'adversaire qu'il a refusé, et l'UFC a décidé d'annuler purement et simplement l'event. Donc bon, ça par contre, je le mets pas à son crédit à lui. Il y en a bien qui le mettent sur son dos à lui. Là, pour le coup, moi je dis l'UFC fait... C'est eux qui ont décidé de faire ça. Donc, personne ne les a vraiment forcés. Lui, il a refusé de prendre le short notice, et un combattant est en droit de refuser un short notice. Ça, pour moi, c'est pas quelque chose à rajouter dans son truc négatif. Donc non, c'était un champion dominant. C'est un champion qui combattait régulièrement et qui battait tout le monde, et puis qui recherchait un peu les challenges. Après, ça a commencé vraiment les doutes avec ces histoires de dopage, sans compter évidemment les choses extrasportives, et puis aussi cette fameuse montée en lourd qui a pris 3 ans de façon effective, mais il a commencé à en parler 10 ans avant, passer en lourd. Il y a ça aussi. J'ai nettoyé ma caté, passe en lourd. Ouais, mais tu comprends, ça me prendra du temps. Et il a mis 10 ans. Mais tu vois, je rebondis là-dessus. En fait, chez les moins de 93 et chez les lourds, là, on se dit, les lourds, ça a besoin de 109, il faut la renouveler, etc. On disait déjà pareil pour les moins de 93 quand mais en fait, c'est à cause de lui. C'est à cause et grâce à lui, tu vois ce que je veux dire. C'est que ce qu'il a fait chez les 93, il a tellement balayé tout le monde, même les mecs qui montaient, les Reyes, les Santos, etc. Bon, même s'il y a des contestations par rapport à certaines décisions, mais c'est à cause de lui en fait, et à cause de son niveau. Il a éteint des carrières de la même manière que... Et des catégories du coup. Tu sais, vraiment, c'est clair. Franchement, il a à un moment donné, il a imposé une dictature sur la caté, et puis c'est tout. Les moins de 93, s'il n'y a pas Pereira qui était arrivé aussi aidé par l'UFC par rapport à son duel avec Adesanya, il serait encore ce serait encore un désert sans Pereira en fait, je pense. Après lui, c'était vraiment la désolation, ça c'est clair et net. Il a rendu la KT inopérante derrière lui, et ça c'était un témoignage aussi de ce qu'il a fait à son prime.
Et puis, le fait d'être un champion dominant comme ça, ben, ça veut dire que tu as des gars qui sont super forts, qui sont pas champions. Gustafsson, il aurait pu être champion, mais il a pas pu parce qu'il y avait Jones devant lui. Même si le premier combat, encore une fois, il est ultra serré. De la même manière qu'on fait le reproche à José Aldo de n'avoir d'avoir perdu contre tous les champions qu'il a affrontés. Oui, en fin de carrière. José Aldo, dans son prime, il a empêché les gens d'être champions. C'est ça qui s'est passé en fait. Pour Jones, c'est la même chose. Et José Aldo, sur sa fin de carrière, contrairement à Jones, il a été empêché par l'UFC de pouvoir prendre des plus gros combats. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a aussi ça. Ouais, c'est vrai. Donc tu vois, il y a des choses. Demetrius Johnson, c'est la même chose. Pendant tout le temps où il a été là, les mecs n'ont pas pu être champions. C'est pas qu'ils étaient pas forts, c'est qu'ils pouvaient pas être champions parce qu'il y avait un mec. C'est un vrai côté injuste aussi qu'on peut avoir dans les analyses qu'on fait. Enfin, en règle générale, et que c'est qu'en fait, on se dit ouais, il y a pas de concurrence. Mais quand t'éteins la concurrence, les mecs ils sont tellement forts. Demetrius Johnson, Georges Saint-Pierre, John Jones, José Aldo, ils ont tellement régné, les mecs, ils ont tellement dominé que toi, t'as l'impression qu'il y avait personne. Ben non, c'est pas ça. Les nouveaux parallèles au tennis, tu vois, mais quand on prend les Nadal, Federer, s'il y en avait que un des trois, ils auraient éteint tout le monde à chaque fois. Ouais. Et du coup, on se serait dit, bon, bah, c'est nul, c'est pas drôle, l'autre il est trop fort, les autres sont moins bons. Mais sauf que si t'es trop fort, c'est que t'as mieux travaillé, que t'as plus de talent et donc que tu mérites d'être là. Et encore, c'est pareil pour Jones, au moment où il descend tout le monde chez les 93. Et encore heureux que Djoko est arrivé, parce que t'aurais kiffé 15 ans de Federer Nadal. Moi, ouais. Bon, bah, tant mieux. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah écoute, ça va être quoi la finale? Ouais, c'est clair. Okay, et puis c'est un peu différent dans ces sports où tu peux t'affronter que 3 fois, 4 fois maximum dans toute une vie. Là où les mecs au top niveau s'affrontent parfois 10 fois sur une année. C'est pour ça que je préfère le Muay Thai au MMA. Ouais, où tu peux avoir beaucoup plus de combats. Moi, j'ai eu des trilogies sur 9. Quand on me parle de rivalité, j'ai vu de rivalité sur 9 combats, moi, en Muay Thai. Donc 3, bon. Ouais, c'est vrai que ça arrive aussi. Juste avant de parler de l'avenir de la catégorie, qui pourrait profiter à Cyril Gane, évidemment. Ouais. On parlait du combattant pur de MMA qui est John Jones. C'est vrai que pour un combattant de sa génération, arriver et être aussi complet, même s'il y a certaines lacunes en striking, être aussi complet, être un pur combattant de MMA quand tu commences ta carrière au début des années 2000, c'est assez marquant aussi. C'est un truc de fou. Franchement, moi j'aime beaucoup les arrivées de certains combattants et le changement de méta que ça implique. C'est-à-dire que le MMA, ça a beaucoup été... alors là, on a les Gracie qui sont là et qui soumettent tout le monde. Ok, d'accord, faut qu'on s'adapte. Derrière, c'est les lutteurs qui arrivent. Mark Coleman, compagnie Grand Pound, on tabasse tout le monde. Voilà, maintenant, il faut qu'on arrive à défendre la lutte. C'est fait. Un striker gagne, Maurice Smith, on a une ère de striker qui s'initie. Et puis les lutteurs reprennent le contrôle. Tu as toujours un changement de méta. Après, tu as des mecs comme Georges Saint-Pierre. Même si on dit que c'était un combattant complet, Georges Saint-Pierre gagnait avec sa lutte beaucoup. C'était un mec qui luttait beaucoup. Takedown, etc., contrôle Grand Pound. Jones, il a tout changé. C'est un mec qui arrive, et là, tu te dis, debout, même si, comme tu dis, ça va être moins esthétique. À mon sens, il y a certaines choses, encore une fois, si tu changeais son style, ça aurait été encore beaucoup plus fort debout. Il n'empêche que lui, s'il devait t'éteindre, voilà, il va te tuer debout, il te tue. Au sol, c'était juste féroce. C'était grand. Une fois que tu es au sol, une fois que Jones avait quelqu'un au sol et qu'il était dessus, tu disais c'est terminé, mon pauvre. Tu vas pas sortir de là. En fait. Donc il était efficace et efficient. Il savait tout faire. Et puis surtout, il y avait ce côté pas gentil, comme Georges Saint-Pierre. Il y avait ce côté non seulement je sais tout faire, mais je vais vraiment te tuer dans tous les domaines du MMA en fait. Et quand tu vois ça, toi, en tant que fan de MMA ou en tant qu'analyste, en tant que coach, tu te dis ah ouais, là c'est chaud quand même, tu vois. Là, ce truc-là, comment tu vas faire? Tu vois, c'est pas un vrai changement du méta du MMA, c'est juste il y a un mec pas normal qui est arrivé. Je sais même pas si on va en avoir un comme lui derrière. Et la question, c'est comment on fait pour stopper un gars comme lui? Parce que derrière, les mecs qui ont été dominants, c'est des mecs qui faisaient ce qu'ils savaient faire. Khabib, il a ultra dominé, mais dans son domaine. Adesanya, il a dominé, mais dans son domaine, etc. Tu vois. Donc il y a eu un Jones, je sais pas s'il y en aura un autre. C'est en plus, tu sais, avec ce classement pound for pound à l'UFC qui récompense, en tout cas qui met en haut du classement le numéro 1, toutes catégories confondues, Jones, il y avait un côté où tu savais que concrètement, il battait tout le monde, tu vois. Oui. Parce que quand tu mettais Demetrius numéro 1 pound for pound, c'est 100% mérité par rapport à ce qu'il fait dans sa caté, mais par contre, tu sais qu'il va pas battre des mecs de catégorie au-dessus. Non, Jones, tu peux pas. Franchement, concrètement, tu savais que tu pouvais lui donner n'importe qui, même des lourds de l'époque, face à qui il pouvait se rapprocher du poids. Et en plus, il y avait beaucoup plus d'agilité, d'aptitude.
en fait, c'était vraiment le mec qui pouvait tabasser tout le monde. Tu pouvais penser qu'il pouvait le faire. Après, pour Fanpan, tu as toujours deux approches, mais sur celle-là, oui, de toute façon, il n'y a pas de doute. Après, il y a l'approche, celle-ci, comme tu l'expliques, et puis tu as l'approche aussi de te dire, si tout le monde faisait la même taille, qui serait le meilleur? Et même à ce jeu-là, bah, tu te dis, s'il n'est pas 1, il est 2, minimum, quoi, tu vois. Donc, ouais, là, vraiment, c'était... pardonnez-moi l'expression, c'était un putain de combattant, John Jones. Et ça renforce le gâchis, parce que si... Après, je pense pour beaucoup d'artistes, de combattants, quand ils sont un peu fous en dehors de la cage, comme les John Jones, ça fait qu'il peut être aussi fort aussi à l'intérieur de la cage. Je veux dire, si on dit toujours, s'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas été fêtard, s'il n'avait pas été tout ça, il aurait été meilleur. Mais en fait, le fait qu'il soit un peu écorché vif et cramé du cerveau comme ça fait que ça va avec pour moi. Tu vois, j'ai toujours un peu de mal quand on dit s'il n'avait pas fait ci, s'il n'avait pas fait ça, mais il aurait été un moins bon combattant s'il n'était pas comme ça. C'est la mauvaise approche. En fait, il faut prendre la carrière comme elle est. Pourquoi on veut faire des what if? Pourquoi on veut faire des trucs Il est comme il est. Il a dit à Cormier, ce qui était quand même assez froid, je t'ai battu après une semaine de coke. Et qui ne peut pas le croire? Tu vois? Tout le monde le croit. Tout le monde le croit. Quand il te dit ça, tu penses que c'est vrai. Et on parle de Cormier 1, pas Cormier 2 ou le mec KO. Cormier 1 où c'est un combat serré. Cormier, il est au top de son game. Et Jones, il arrive à le dominer, il arrive à le take down, ce que personne ne fait avant. Et le gars, tu sais qu'en vrai, c'est un fêtard et que probablement sa préparation, elle a été plus que perturbée par ce qu'il faisait, tu vois. Donc, non, la vérité, c'est qu'une fois que la cage se refermait, John Jones, dans l'histoire du MMA, il va rester comme étant un combattant vraiment terrifiant. L'avenir de la catégorie des poids lourds, du coup, qui perd son champion, mais qui en retrouve un autre. Thomas Spinal, l'anglais, devient donc champion à la place de John Jones, qui quitte l'UFC. Comme l'a annoncé donc Dana White. Le numéro 1 de cette catégorie chez les contenders, c'est Cyril Gane. Toujours dans le top 3 de ce classement depuis très longtemps maintenant, le combattant français. Là où il a une vraie carte à jouer, quand on regarde le tableau de ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a Alexander Volkov qui est numéro 2, déjà battu par Aspinall. Sergei Pavlovich, déjà battu par Aspinall, il est numéro 3. Curtis Blades, déjà battu par Aspinall, il est numéro 4. Dans un passé plutôt récent, en plus, 2022 pour Volkov, 23 pour Pavlovich et 24 pour Curtis Blades. Gane, Aspinall, ça s'est jamais fait, on en parle depuis des années, ils sont cette fois-ci numéro 1 champion et numéro 2 en contender numéro 1. Le combat est fait pour avoir lieu maintenant. Il est évident, et je pense même qu'on peut tous se projeter que ce sera probablement à New York au Madison Square Garden. Je vois pas comment tu fais pas. Les events sont déjà assez bookés, il n'y a pas de pay-per-view prévu en septembre, donc c'est octobre ou novembre. On sait que c'est les périodes où l'UFC va à New York, donc moi, là où je suis assis, je vois pas comment ce combat ne se fait pas. C'est obligatoire. L'UFC Paris, on avait fait notre carte ici. Il y a des choses qui ont changé depuis, évidemment. Morgan Charrière, donc combat a été officialisé. On sait plusieurs choses, notamment que maintenant, c'est Nassourdine Imavov contre Caio Borralho qui va être le combat principal. On essaiera d'ailleurs de vous proposer un numéro spécial du Fighter Club avec potentiellement des invités autour de ce combat. Donc pas de Cyril Gane évidemment à Paris, parce que ce combat-là, c'est un main event, c'est fait pour être un main event d'un gros numéroté. On peut quasiment l'acter, quoi. New York, ça va être fait. Moi, c'est ce que je vois. Et en plus de ça, quand tu vois le top 5, il y a Jelton Almeida, numéro 5, qui lui n'a jamais affronté encore Aspinall, mais qui a perdu contre un Curtis Blades, par exemple. C'est la meilleure opposition, techniquement parlant, en termes de niveau chez les poids lourds qu'on puisse faire, en fait, le Gane Aspinall. Bien sûr. Franchement, quand même, si t'es fan de combat, tu as envie de le voir, ce combat. T'as vraiment envie de le voir. Il y a quelque chose de très intriguant par rapport à leur style à tous les deux, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. On veut toujours des combats poids lourds. Tout le monde est quand même très critique sur certains combats poids lourds où c'est ennuyant, on voit rien, ça bouge pas. Là, tu as des mecs qui bougent super bien, qui sont dynamiques, aussi bien debout que même au sol. Parce que Cyril, on l'a oublié, même s'il a certaines lacunes défensives au sol, quand il peut faire quelque chose, il y va, tu vois, en bas. Donc, même si factuellement, il n'est pas du même niveau que Thomas Spinal, ça on le sait tous, il n'y a pas de problème, qui a fait du JJB depuis qu'il est tout petit. En tout cas, le combat, il est plus qu'attrayant, plus qu'attractif. Et puis surtout... en poids lourd, je vois pas de meilleur match-up. Sur le papier, en tout cas, j'en vois pas de mieux que ça. Certainement pas Jelton Almeida et puis pas Volkov non plus. Il y a aussi un France-Angleterre qui est derrière tout ça. Oui. Ça pourrait valoir numéroté à Londres aussi, par exemple. Je me disais que l'UFC serait bien avisé quand même pour récompenser Thomas Spinal de cette plus que longue attente.
La honte quand même, franchement, de se dire bon écoute, on va te faire un event chez toi et pour ton public numéroté et tu défends contre un Français, rivalité, tout ce qui va avec. En plus, ça ferait bon business. Bon, maintenant, ça va être voir. Pour Cyril Gane, la conjoncture est plutôt positive quand même, hein, parce que depuis plusieurs années, bon, là il y a son film qui vient de sortir sur Netflix. Du coup, ça lui avait pris beaucoup de temps parce qu'il s'est beaucoup investi dans ce projet. L'UFC avait été un peu échaudé par le fait que Cyril Gane puisse refuser certains combats parce qu'il tournait un film, alors qu'il était quand même au top de sa carrière sportive. Finalement, là, il reste sur 2 victoires d'affilée. La dernière contre Volkov, qui était un petit peu discutable. Même Dana White avait chopé Volkov en sortant de la cage en lui disant désolé, on va se rattraper, on va te filer un truc bientôt. Bon, pour Gane, ça tombe un peu du ciel, cette retraite anticipée, on va dire, de John Jones à cause de ses problèmes de justice, dirons-nous. C'est positif pour Gane. Bien sûr, c'est plus que positif. On se posait tous la question de savoir est-ce qu'il n'allait pas en pâtir de toutes ces situations-là, et puis le fait de lui de prendre un chemin différent. Et je répéterai jamais assez que si tu as l'opportunité de faire un film pour Netflix pendant ta carrière, il faut le faire, je suis désolé. C'est une opportunité qui est maintenant, c'est pas demain. Il y a la vie après le combat. Donc il faut le faire, et il a eu raison de le faire. Certains lui disent que lui, il a eu la vie pendant le combat. Ouais, voilà, comme John Jones. C'est que des opportunités. John Jones, il a eu des bons moments de vie pendant les combats. Voilà, exactement. Donc là, il a eu l'opportunité de le faire, il fallait le faire. Moi, je discute même pas là-dessus. Et au final, s'il obtient ce combat contre Aspinall, il aura gagné. Il aura gagné. Il aura réussi à manager son temps parfaitement, à faire ce qu'il devait faire pour lui, pour plus tard. Et en plus, à avoir le combat qu'il voulait. Donc c'est cool. Il se passe quoi en fonction de ce résultat? Gane, Aspinall, si ça se produit comme on l'anticipe, en fonction des deux résultats, qu'est-ce qui se passe? Si Gane gagne, qu'est-ce qui se passe derrière? Si Aspinall gagne, qu'est-ce qui se passe derrière? Je pense que si Gane gagne, il y a un potentiel rematch. Par contre, si c'est Aspinall qui gagne, il n'y a pas de rematch. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on va lui donner un Jelton Almeida qui aura peut-être repris une victoire entre-temps? Est-ce que Alex Pereira, qui va monter potentiellement de chez les 93, va pouvoir avoir un title shock direct, ce qui serait le cas, s'il monte chez les poids lourds, c'est pour aller au titre direct. Qu'est-ce qui se passe dans les deux? Dans le premier cas, on l'a évacué, il n'y a pas de rematch. Derrière, qu'est-ce qui se passe pour Aspinall s'il gagne? Ouais, Aspinall, je pense que derrière, il faudra aussi qu'il défende. Il veut être champion actif. S'il ne se blesse pas, il aura l'opportunité. Il y a évidemment Almeida, il y aura peut-être Volkov. Par contre, si Alex Pereira fait sa revanche contre Ankalaev, et puis que derrière, il récupère sa ceinture donc, de champion light heavyweight, là, je pense qu'on lui offrira l'opportunité de monter en lourd. Donc, ça va beaucoup dépendre de ce que fait Alex. En tout cas, moi, je pense que si Alex il redevient champion en moins de 93, il montera en poids lourd et on lui donnera l'opportunité immédiatement. Sinon, on va avoir quelque chose, accrochez-vous, quelque chose de normal. Un champion qui défend contre les autres combattants de sa caté qui sont classés. Écoutez, on n'est plus habitué, mais ce serait bien. Ce qui est chelou en poids lourd, c'est que de toute façon, même si tu veux changer de caté, généralement tu le fais pas. Enfin, c'est assez rare, quoi. Aspinall, il va pas descendre en 93, donc tu es obligé d'attendre que les mecs montent, quoi. Ouais, voilà. Donc là, il est bien, il est installé. C'est vrai que à l'horizon, les menaces pour son titre, on les connaît. Elles sont connues, elles sont établies. Je vois pas, il n'y a pas actuellement de super prospect là qui est en train d'arriver. Donc tout est clair dans sa tête, tout est clair pour tout le monde. Et le seul truc qui peut, entre guillemets, un petit peu pimenter les choses, c'est si Pereira monte. Et encore une fois, je pense que si Pereira monte, je donne pas cher de ça contre Aspinall. En tout cas, une autre chose qui est claire, c'est que du coup, avec cette retraite, John Jones ne sera jamais ton GOAT du MMA. Non, ça reste José Aldo. Je l'avais déjà établi depuis longtemps. Ça discute. José Aldo, là, c'est vraiment quand on part dans le côté très personnel, en tant que fan. Maintenant, si je reste froid dans mon analyse, non, il y a GSP que tu peux mettre en numéro 1 et je me battrai pas avec toi. Tu peux mettre Demetrius Johnson, même si je sais que très peu le mettent en numéro 1. Pour les plus anciens, Fedor, il a un argument aussi, tu vois. Donc, tu mets John Jones top 5 quand même, malgré tout ce qui se passe? John Jones, il est obligé, et comme je l'ai expliqué, comme ça on pourra l'établir pour les prochaines, Charles, pour les gens qui nous suivent. Moi, je veux plus réfléchir en classement, je veux réfléchir en tier list. Tu vois, et dans le premier tiers, tout en haut, évidemment qu'il y a Jones. C'est pour ça, je te disais un top 5 qui est un peu global. Voilà dans le top 5, un chapeau avec 5 papiers dedans et tu le mets dedans. Il est dedans, malgré tout ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'il a fait dans la cage, ça lui permet de rester dans ce premier chapeau.
Magnifique. Et ben, je pense qu'on a été assez complet sur cette retraite annoncée de John Jones par Dana White dans la confidentielle conférence de presse de l'UFC Bakou ce week-end. Baba, merci. Je pense que tu as dit tout ce que tu avais à dire sur Jones. Que c'est bon. Parce qu'on n'aura plus l'occasion d'en parler beaucoup ici à part l'usant des clins d'œil des références, mais peut-être dans 1 ou 2 ans. Affaire à suivre. On garde évidemment cet enregistrement, voir s'il revient. Je pense aussi qu'il va recombattre pas forcément à l'UFC. Ça se passera peut-être ailleurs. En tout cas, John Jones est officiellement en dehors de l'UFC. Merci Baba, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez, qui nous suivez. N'hésitez pas à commenter, à liker et merci aux équipes techniques accompagnées d'Arthur Robert pour l'enregistrement de ce podcast. Ciao. Salut. RMC Fighters Club.